T'es-tu déjà senti satisfait d'avoir manipulé quelqu'un volontairement? Pendant 3 ans, tous les jeudis, je ressortais la même excuse à ma femme. Becca. Ce soir, je sors avec les copains. Je rentre vers minuit. En vérité, je prenais la voiture pour aller au cinéma, en solo, juste parce que j'avais besoin d'un peu de temps à moi. Mais il y a 2 mois, le film a fini plus tôt que prévu, alors je suis rentré à la maison avec 2 heures d'avance. En arrivant dans la rue, j'ai aperçu une Infiniti noire garée dans notre allée. J'ai eu un choc en regardant les images de la caméra de la porte. Un homme sortait de la voiture comme s'il connaissait déjà l'endroit. Becca ouvrait la porte avant même qu'il n'ait eu le temps de sonner. Ils se sont embrassés, le genre de baiser où il lui glisse la main derrière la nuque. J'en ai eu la nausée. J'aurais pu débarquer pour tout exploser, mais sur le moment, j'ai trouvé que c'était trop simple. Il fallait que je fasse différemment, quelque chose qui la touche vraiment. Alors j'ai fait des tours en voiture jusqu'à minuit et demi, puis je suis rentré avec une histoire bidon sur Tony qui aurait trop bu. Becca était sous la douche. « Salut chérie, t'as passé une bonne soirée ?» Oui, tu sais comment c'est. Les 2 jeudis suivants, j'ai gardé le même prétexte. Mais cette fois, j'ai garé la voiture plus loin des 20h30 pour observer discrètement. À la même heure, la même voiture débarquait. J'ai zoomé sur les images de la caméra et là, j'ai percuté. L'homme, c'était Mark. Mark, censé avoir déménagé à Seattle depuis 2 ans. Je sentais mes jambes flancher, mais j'ai pris des captures d'écran et je les ai envoyées à mon avocat, histoire de bétonner mon dossier. Quand j'ai eu tout ce qu'il me fallait, j'ai choisi mon moment pour lâcher l'info. Becca me racontait encore ses plans bidons pour la soirée quand, l'air de rien, je balance « Tu sais qui me manque ?» Mark. On s'éclatait bien avant qu'il parte à Seattle. Sa fourchette s'est figée à mi-parcours. Juste une seconde d'hésitation. Oui, Mark était sympa. Vous échangez encore des messages, non? De temps en temps. Le lendemain matin, elle était différente. Tendue, nerveuse. Elle passait des coups de fil à huis clos et, comme c'était jeudi midi, elle m'envoie un texto. « Tu pars à quelle heure ce soir ?» Elle ne l'avait jamais fait avant, donc je savais qu'elle avait tilté. « Vers 19h30, pourquoi ?» Comme ça, juste pour savoir. Vous prévoyez quelque chose, les gars? Comme d'habitude. De retour du boulot, elle était en train de cuisiner, maquillée comme jamais. « Tu es superbe !» que je lui lance. J'avais envie de faire un effort pour ton retour. Mais elle ne cessait de regarder son téléphone, le posait, le reprenait, l'air de rien mais incapable de se détendre. À 19h15, elle m'a presque foutu dehors. Ne sois pas en retard. Passe le bonjour à tout le monde. Je suis allé me garer à mon spot habituel, plus bas dans la rue pour surveiller la scène, mais cette fois, aucune voiture n'est venue. Et à 21h15, j'ai vu la voiture de Becca qui quittait la maison. Je l'ai suivie. Premier arrêt, O'Malley's Sports Bar, l'endroit où elle pensait que je serais. Elle est entrée, sûre d'elle, puis ressortie 5 minutes après, l'air désemparé, téléphone à la main, scrutant le parking. Ensuite, elle est repartie. Deuxième arrêt, le Dugout, un autre bar du coin. Je l'ai vue à travers la vitre, elle a fait le tour, table par table, jusqu'à l'entrée des toilettes. Elle a montré son téléphone à une serveuse qui a haussé les épaules. Retour à la voiture, elle tapotait frénétiquement sur son portable. Troisième halte, Buffalo Wild Wings. Là, elle est restée un bon quart d'heure. Je l'ai vu au comptoir en train de parler au responsable, probablement en lui montrant ma photo. Il a fait non de la tête, a désigné les quelques tables quasi désertes. Un jeudi soir, ça ne déborde pas de monde. Quatrième arrêt, le bar miteux où Tony nous traînait parfois. Elle est allée droite au barman. Je suis entré discrètement par la porte latérale, me suis faufilé dans le couloir près des toilettes et je l'ai entendu demander « Tous les jeudis soirs, il y a un groupe de gars, 5 ou 6, bruyants, l'un d'eux ressemble à ça. » Le barman a regardé son téléphone. « Le jeudi, c'est plutôt calme ici. Je me souviens bien d'un groupe régulier, mais là, rien. Désolé. » Elle est repartie, frustrée, et s'est assise dans sa voiture, tapant furieusement sur son portable encore quelques minutes. Puis elle a filé vers le cinéma AMC. Je lui ai laissé 10 minutes d'avance avant d'entrer à mon tour par le côté. Elle était au comptoir, a discuté avec le responsable, téléphone à la main. Il lui a indiqué les salles. Elle est allée vérifier une à une, ouvrait les portes, jetait un œil aux rares spectateurs du jeudi soir. Je suis retourné à ma voiture. 20 minutes plus tard, elle est ressortie, l'air abattu, et restée assise encore 10 minutes dans sa voiture. Par la lunette arrière, je la voyais au téléphone, gesticulant, sans doute en train d'appeler Mark, à lui expliquer qu'elle ne me trouvait nulle part, qu'elle se doutait de quelque chose, que les jeudis, ce n'était plus aussi sûr. Elle a même fait 2 arrêts éclairs dans d'autres bars sur le trajet du retour, genre dernière vérification désespérée. Quand je suis rentré à l'heure habituelle, elle était affalée sur le canapé, un verre de vin à la main, essayant de paraître détendue. Mais sa jambe la trahissait, elle tremblait. « Ta soirée s'est bien passée ?» Elle me dévisageait. « Oui, comme d'habitude. »« Ah oui? Vous étiez où exactement ?»« O'Malley's. Pourquoi ?» Sa mâchoire s'est crispée. « Pour rien. Je voulais savoir. Il y avait du monde ?» « Non, pas vraiment, c'était calme. » « Et qui était là ?» Ça fait un moment que je n'ai pas entendu parler d'eux. Le groupe habituel. À chaque réponse, je la voyais perdre ses moyens. Elle s'est levée d'un coup. Je suis crevé. Ça fait 2 heures. Je l'ai entendue à l'étage, en train de téléphoner à voix basse mais pressée, sûrement à Mark, à essayer de comprendre si je savais,
si les jeudis étaient grillés, si mentionner son nom voulait dire quelque chose. Le lendemain, j'étais prêt à tout mettre au clair. Le samedi matin, comme tous les week-ends, elle est partie se doucher à 9h15. J'ai pris l'ordinateur du bureau, je l'ai installé sur la table de la cuisine, juste là où elle passerait chercher son café. La vidéo de la caméra était prête, arrêtée sur l'image parfaite d'elle et Marc en train de s'embrasser devant notre porte. Mes mains étaient étonnamment stables pendant que je calais l'écran pour qu'elle ne puisse pas rater la scène. La machine à café s'est mise en route, inondant la cuisine de cette odeur corsée qu'elle adore. Je me suis servi une tasse et je me suis assis face à l'escalier, à attendre. La douche s'est arrêtée après 12 minutes. Je l'ai entendu bouger là-haut, ouvrir l'armoire, fermer les tiroirs. Mon cœur battait à tout rompre, mais je gardais une respiration tranquille. Enfin, ses pas ont résonné dans le couloir, puis dans l'escalier. Elle fredonnait, probablement soulagée que je n'ai rien dit sur la soirée de jeudi. Pieds nus sur le carrelage, elle s'est dirigée sans hésiter vers la cafetière, enveloppée dans son peignoir blanc, les cheveux encore mouillés. C'est en passant qu'elle a aperçu l'écran de l'ordinateur et s'est figée, la main suspendue au-dessus d'une tasse qu'elle n'a finalement jamais prise. Son visage s'est vidé de toute couleur en un éclair. Elle est restée plantée là, fixant l'écran, se regardant embrasser Marc, et j'ai vu, dans ses yeux, qu'elle comprenait que je savais tout depuis 2 mois déjà. Ce jeudi soir, ce n'était pas celui où j'avais découvert la vérité, mais celui où je l'observais paniquer, me chercher partout en ville. Elle a entrouvert la bouche, sans qu'aucun son n'en sorte. J'ai bu une gorgée de café et je lui ai dit posément que mon avocat détenait déjà toutes les copies nécessaires. 8 jeudis différents, tout était archivé, chaque fois la même scène. Elle a voulu dire quelque chose, mais j'ai levé la main pour la faire taire. Quand tu seras prête à tout avouer. Ses jambes ont semblé se dérober sous elle et elle s'est laissée tomber sur la chaise en face de moi, les mains tellement fébriles que, lorsqu'elle a finalement tenté de se servir du café, la tasse a débordé et le liquide s'est répandu en flaques sur la table. Elle s'est emparée d'un essuie-tout et s'est mise à éponger, sans doute juste pour occuper ses mains tremblantes. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que tout avait commencé il y a 6 mois, quand Marc était revenu dans sa vie. Il avait des soucis dans son couple et il avait besoin de parler. Elle a juré que ce n'était devenu physique que depuis 2 mois. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le Facebook de Marc et parcouru des mois de photos. Aucune trace de sa femme depuis plus d'1 an et son statut affichait célibataire depuis janvier. J'ai tourné l'écran vers elle et son histoire de soutien à Marc à cause de ses problèmes de couple s'est littéralement effondrée. À cet instant, elle a compris que je savais qu'elle me mentait encore. Elle a porté ses mains à son visage et s'est effondrée en larmes, des sanglots qui lui secouèrent les épaules. J'étais seul parce que tu n'étais jamais là les jeudis, ni les week-ends, toujours avec tes copains. Les mots sont restés entre nous, suspendus. L'ironie était telle que j'en avais presque un goût amer dans la bouche. Tous ces jeudis soirs où je m'étais retrouvé à errer seul dans des salles obscures, grignotant du popcorn devant n'importe quel film, juste pour souffler, pendant qu'elle était dans notre lit avec Marc. Mais je n'ai rien dit de tout ça, pas tout de suite. Je lui ai simplement demandé d'appeler Marc sur le champ, en haut-parleur, pour lui dire que c'était fini. Elle a secoué la tête, murmurant « C'est cruel ». Cruel ? Je me suis penché vers elle. Tu l'as fait venir ici, dans notre maison, dans notre lit. Elle a saisi son téléphone, les doigts tremblants, pour chercher son numéro. Son pouce est resté hésitant, puis elle a appuyé sur « Appeler ». Il a fallu 3 sonneries avant que Marc, tout heureux, décroche. « Salut beauté !» Elle a pris une profonde inspiration et lui a annoncé que je savais tout. Un silence interminable a suivi, même si ce n'était sûrement que quelques secondes. Puis sa voix à lui a changé, méfiante. Il sait quoi exactement ? Je me suis approché du téléphone. Tout, Marc, y compris ton faux déménagement à Seattle. Il a raccroché aussitôt. Becca a reposé son téléphone, complètement défaite, comme si elle n'avait plus de force dans le corps. Je lui ai dit qu'on avait 2 options. Soit on divorçait à l'amiable avec un médiateur, soit on allait au tribunal et toutes les preuves seraient rendues publiques. Ses amis sauraient, ses parents sauraient, tout le monde au boulot saurait ce qui s'était passé. Elle a acquiescé lentement, puis m'a demandé si on ne pouvait pas essayer une thérapie de couple d'abord. Ça m'a fait rire, un vrai rire, pas méchant, tant la situation était absurde. Elle voulait sauver un mariage qu'elle avait détruit, jeudi après jeudi depuis des mois. Elle espérait recoller les morceaux de quelque chose qu'elle avait fracassé volontairement, pendant que moi je me croyais le problème, à errer seul dans les cinémas à la recherche d'un peu d'air. Je lui ai dit qu'on pourrait faire une séance, juste pour la forme, pour les documents, mais pas plus. Elle a hoché la tête et est montée à l'étage. J'ai entendu les tiroirs s'ouvrir et se fermer, les cintres racler la tringle du placard. Elle est redescendue 20 minutes plus tard, une valise à la main, m'annonçant qu'elle partait chez sa sœur pour quelque temps. Je n'ai pas cherché à la retenir. La maison avait déjà un autre visage sans elle, comme si les murs pouvaient enfin respirer. J'ai passé le reste du samedi à arpenter les pièces, à les voir sous un nouveau jour, le canapé où ils avaient sans doute passé du temps ensemble, la cuisine où ils avaient cuisiné, le lit où je dormais sans rien savoir. Le dimanche, je suis allé voir mon avocate pour lancer la procédure. Elle a sorti un épais dossier, étalé toutes les captures d'écran sur la table, pointant les dates et les heures qui dessinaient un schéma
schéma limpide. La chronologie montrait que tout avait été réfléchi et organisé, ce qui serait utile pour le partage des biens, l'adultère étant pris en compte ici. Elle a conseillé de faire appel à un détective privé, au cas où d'autres choses seraient à découvrir. J'ai accepté tout de suite, déterminé à tout savoir, même si ça devait faire encore plus mal. Elle a passé le coup de fil sur le champ et fixé un rendez-vous avec le détective pour lundi après-midi. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté dans un café et j'ai enfin appelé Tony. Mes mains tremblaient sur le téléphone, je savais ce que j'avais à lui dire. Il a décroché, jovial, en me demandant nos plans pour jeudi, et j'ai lâché d'un trait que j'avais utilisé son nom comme alibi pendant 3 ans. Un long silence a suivi, si long que j'ai cru qu'il avait raccroché. Puis il m'a demandé pourquoi je ne lui avais pas simplement dit que j'avais besoin d'être seul, au lieu de mentir à tout le monde. J'ai expliqué que j'avais besoin de mettre de la distance avec Becca, mais sans vouloir la blesser, même si, à l'entendre, ça sonnait absurde. Il m'a répondu qu'il lui faudrait du temps pour digérer le fait que notre amitié reposait en partie sur ce mensonge. J'ai compris sa colère et je lui ai dit que mon mensonge à moi, c'était pour mon besoin d'espace, tandis que celui de Becca relevait de la trahison, même si ça n'excusait en rien le mien. Il a raccroché, sans un mot de plus. Cet après-midi-là, Becca est revenue de chez sa sœur et elle est montée à l'étage sans un mot. Elle a déplacé ses affaires dans la chambre d'amis, tandis que je restais assis dans le salon à écouter les tiroirs claquer et les cintres racler. Plus tard, je l'ai entendu téléphoner depuis la chambre, la voix étouffée mais clairement en larmes, racontant sa version des faits. Lundi matin, le détective est arrivé au cabinet de mon avocate, un ancien flic à qui on ne la fait pas. Il a pris quelques notes pendant que je lui expliquais la situation, puis m'a assuré qu'il se mettrait sur l'affaire sans attendre. Dès le soir même, il avait déjà réuni des infos préliminaires qui m'ont littéralement coupé l'appétit. Les parents de Becca m'ont appelé alors que je terminais une part de pizza froide, seul dans la cuisine. Sa mère m'a dit que Becca leur avait parlé de notre séparation, sans leur donner la moindre explication. Je leur ai conseillé d'en discuter directement avec elle, car je n'avais aucune intention de passer pour le salaud de l'histoire. Son père a commencé à s'énerver, mais j'ai mis fin à la conversation. Le mardi s'est déroulé dans un flou total, entre réunions interminables et incapacité à me concentrer sur quoi que ce soit. Mercredi matin, le détective m'a appelé avec ses premières vraies découvertes. Mark n'a jamais mis les pieds à Seattle. Il vit à 20 minutes d'ici, dans une résidence, depuis tout ce temps. Son bail remonte à 2 ans pile, c'est-à-dire au moment même où il prétendait partir pour ce poste imaginaire. L'enquêteur a retrouvé les papiers prouvant que Mark avait signé la location la semaine où il annonçait son départ à tout le monde, mais ce n'était même pas le plus choquant. Il a aussi découvert que Mark et Becca avaient ouvert un compte bancaire commun il y a 8 mois. J'ai senti mes jambes me lâcher et je me suis laissé tomber par terre dans mon bureau, incapable de tenir debout pendant qu'il me lisait les relevés. Dîner dans des restos où j'aurais aimé aller avec Becca, billets de concert pour des groupes que j'avais cités, factures d'hôtel lors de week-ends où je rendais visite à mes parents. Ils ne se voyaient pas seulement le jeudi, c'était carrément une double vie, alimentée par un compte dont j'ignorais tout. Le privé m'a envoyé tout ça par mail et je les ai imprimés au bureau en tremblant, chaque page dévoilant un peu plus leur histoire cachée. Ce soir-là, je suis rentré avec la pile de papier sous le bras et j'ai trouvé Becca en train de préparer du thé dans la cuisine. J'ai posé les relevés devant elle sans un mot. Elle les a à peine consultés quelques secondes, puis ses épaules se sont affaissées. Elle a reconnu qu'ils étaient ensemble depuis près d'1 an, pas seulement depuis quelques mois comme je le croyais. Chaque jeudi, ce n'était pas juste des rendez-vous discrets chez nous. Ils sortaient dîner, allaient au cinéma, profitaient de spectacles, vivaient la vie qu'elle disait vouloir avec moi pendant que je me retrouvais seul dans des salles obscures. Elle m'a montré ses messages avec lui, qui remontaient à 11 mois, des photos d'eux un peu partout en ville, des selfies de leur sortie, même un cliché d'un séjour à Las Vegas 6 mois plus tôt, alors qu'elle m'avait prétendu être en séminaire. Le séminaire existait, mais elle n'y a mis les pieds à aucune session. Elle a passé ses 3 jours avec Mark au Bellagio en utilisant leur carte secrète. Elle a essayé de m'expliquer que tout avait commencé par une épaule sur laquelle s'appuyer parce qu'elle se sentait seule. Mark lui écrivait quand je sortais le jeudi soir. Ils partageaient leurs sentiments d'isolement dans leurs couples respectifs. Lui, son mariage était fini depuis 2 ans. Il était resté pour les enfants jusqu'à ce que sa femme demande enfin le divorce. C'est là qu'il a pris l'appartement, tout en continuant à faire croire à Seattle pour éviter les questions. Becca m'a dit que leur premier baiser avait été un accident, 4 mois après leurs premiers échanges. Mais les relevés montraient qu'ils avaient déjà réservé des chambres d'hôtel à cette période-là. Chaque mensonge en cachait un autre, comme ces poupées russes qui ne s'arrêtent jamais. J'ai retrouvé des reçus prouvant qu'ils étaient allés dans mon steakhouse préféré le soir de mon anniversaire, alors que j'étais en déplacement, installé à la table que j'avais réservée pour Becca et moi la semaine suivante. Réservation qu'elle avait annulée en prétextant être malade. En voyant tous ces documents étalés sur notre plan de travail, j'ai réalisé que je ne connaissais plus ma femme depuis 1 an. Elle a déposé d'autres relevés, montrant des paiements dans ce resto italien où je rêvais de l'emmener pour notre anniversaire, puis pour la salle de concert où mon groupe préféré est passé le mois dernier. Page après page, j'assistais, impuissant, à la vie que j'avais imaginé partager avec elle, mais qu'elle vivait avec un autre. Je serrais le bord du plan de travail à m'en faire blanchir les phalanges. Elle continuait à parler, mais je n'entendais plus rien. J'ai pris un reçu du steakhouse, daté d'il y a 3 semaines, alors qu'elle m'avait dit travailler tard.
Il était 20h47 et l'addition était pour 2. Je l'ai reposée et l'ai fixée. Il faut que je te dise quelque chose. Elle s'est stoppée, visiblement tendue. J'ai pris une profonde inspiration et je lui ai avoué que je n'étais jamais avec les copains le jeudi soir. Son visage s'est figé. Je lui ai expliqué que depuis 3 ans, j'allais seul au cinéma parce que j'avais besoin de souffler, de m'isoler face à son besoin constant d'être ensemble. Elle voulait toujours faire quelque chose le soir. Elle se vexait si j'avais envie de lire ou de regarder la télé tout seul. Sa bouche s'est ouverte, aucun son n'est sorti, puis ses traits se sont figés, passant de la culpabilité à la colère, puis à la confusion en l'espace de quelques secondes. Elle s'est laissée tomber sur une chaise, les yeux rivés au sol. Je me suis assis en face d'elle. On n'a pas échangé un mot pendant ce qui m'a paru une éternité, juste le bruit du lave-vaisselle pour briser le silence. On est resté là à réaliser qu'on se mentait mutuellement depuis des années. Certes, mon mensonge ne portait que sur mon besoin de solitude. Le sien concernait un autre homme. Mais au fond, on avait tous les deux préféré se taire plutôt que d'oser dire ce qu'on attendait de l'autre. Elle a finalement levé les yeux, proposant qu'on tente la thérapie de couple. J'ai accepté, mais uniquement parce que mon avocat m'avait dit que ça pourrait jouer en ma faveur pour le divorce. Elle a pris rendez-vous pour un jeudi, comme si le destin voulait se payer notre tête. Le jour J, on est partis chacun de notre côté, direction le cabinet du thérapeute. On s'est installé aux 2 extrémités d'un canapé en cuir marron, pendant que le docteur Hanley nous demandait pourquoi on était là. Becca a été la première à parler, livrant sa version. Que j'étais toujours distant, que je refusais de passer du temps avec elle, que je privilégiais mes amis, qu'elle se sentait seule dans son propre mariage. Le docteur Hanley hochait la tête, prenait des notes, pendant que Becca se posait en victime. Quand mon tour est venu, j'ai sorti mon téléphone et cherché la vidéo de la sonnette connectée. J'ai montré l'écran à la thérapeute en disant « Voilà la vraie raison de notre présence ici ». Sur la vidéo, on voyait Mark arriver devant chez nous et Becca lui ouvrir la porte avant de l'embrasser. Dr Hanley a visionné la scène sans rien laisser paraître, m'a rendu mon téléphone et a ajusté ses lunettes, puis a suggéré qu'à ce stade, une thérapie individuelle serait sans doute plus indiquée. Elle a ajouté qu'après un tel niveau de mensonge, il faudrait des années pour retrouver la confiance, si tant est que ce soit possible. La séance s'est écourtée et nous sommes ressortis chacun de notre côté sans échanger un mot. Je me suis aussitôt rendu à la banque pour ouvrir un compte à mon nom. La conseillère m'a reconnu tout de suite grâce à nos nombreux rendez-vous précédents. Elle a pris des nouvelles de Becca d'un ton aimable et je me suis contenté de dire qu'on faisait quelques réajustements financiers. Elle a hoché la tête, l'air de comprendre, et m'a aidé à tout mettre en place. Le vendredi matin, le détective privé m'a appelé pour m'annoncer que son rapport était prêt. On s'est donné rendez-vous dans un café où il m'a tendu un dossier bien plus épais que ce à quoi je m'attendais. D'après ses filatures, Mark était venu 43 fois chez nous en un an, parfois même pour passer la nuit quand j'étais en déplacement. Il avait des photos de la voiture de Mark garée dans notre allée à 2h du matin, les jours où je n'étais pas là. Il m'a aussi montré des reçus d'hôtel proches de chez mes parents, alors que Becca prétextait le travail pour ne pas m'accompagner. Mais le pire, c'était de découvrir des dépenses pour un séjour à Vegas 6 mois plus tôt. Becca avait soi-disant un séminaire ce week-end-là. Certes, elle était bien inscrite, mais n'avait assisté à aucune session. En revanche, leur carte commune portait des paiements au Bellagio et on les voyait tous les deux ensemble sur les images de l'hôtel. 3 jours à Vegas alors que je la croyais coincée dans des réunions interminables. En feuilletant toutes ces preuves, j'avais les mains qui tremblaient. Le détective avait tout consigné, les dates, les lieux, rien ne manquait. Je l'ai remercié, réglé la note, puis de retour dans ma voiture, je suis resté un long moment à fixer le dossier sur le siège. Finalement, j'ai pris mon téléphone et envoyé un message à Mark. Il faut qu'on parle entre hommes. Il l'a lu aussitôt. La confirmation de lecture s'est affichée, puis 10 minutes plus tard, il m'a répondu « D'accord » et on a fixé un rendez-vous dans un café pour le lendemain. Il pensait sans doute pouvoir calmer le jeu, ou même me dissuader de divorcer. Je suis rentré à la maison où j'ai trouvé Becca en train de remplir des cartons dans la chambre. Elle m'a dit que sa sœur l'hébergerait un temps. Je l'ai aidé à charger ses affaires dans la voiture sans vraiment parler. Cette première nuit seule m'a paru irréelle après 12 ans de mariage. Je me suis baladé dans chaque pièce en les voyant sous un angle complètement différent. Ce lit où Mark avait dormi, la douche qu'ils avaient partagée, la cuisine où ils avaient sûrement préparé des repas à deux pendant que j'étais censé sortir avec des amis. Tout me semblait souillé. J'ai appelé une société de ménage pour leur demander de passer dès le lendemain matin. Ensuite, j'ai commencé à regarder les annonces d'appartements sur Internet, car même si la maison devait me revenir, je n'avais plus le moindre désir d'y vivre entouré de ces souvenirs. L'équipe de nettoyage est arrivée tôt. Je les ai laissés faire pendant que j'allais retrouver Mark. Le café était presque vide, juste quelques clients rivés à leurs ordinateurs. Mark m'attendait déjà, affalé sur la banquette du fond, visiblement lessivé et sans avoir dormi. Il s'est levé à mon arrivée et a lancé tout un baratin sur à quel point il était désolé, que tout leur avait échappé. Je l'ai interrompu et je me suis assis en face. Je lui ai demandé sans détour s'il se sentait coupable, sachant que je croyais qu'il était à Seattle tout ce temps. Son visage est devenu cramoisi. Il a fixé sa tasse sans oser me regarder, puis a fini par avouer qu'avec Becca,
Il s'était persuadé que ça ne me toucherait pas, puisque j'étais toujours de sortie de toute façon, et que sans doute, je voulais aussi prendre mes distances. Les entendre s'inventer des excuses pour se donner bonne conscience me donnait la nausée. Mon téléphone enregistrait la conversation, dissimulée dans la poche de ma chemise, alors je me suis penché pour qu'on entende bien tout. Il a continué, expliquant que tout avait commencé comme une simple amitié retrouvée, puis les sentiments avaient repris le dessus, et avant même qu'il ne s'en rende compte, c'était allé trop loin. Je lui ai demandé carrément s'il l'aimait. Il s'est figé, m'a regardé longuement, puis a fini par souffler un oui, hésitant, comme s'il n'en était même pas sûr. Ensuite, je lui ai demandé s'il était prêt à la soutenir, parce que dans le divorce, elle allait tout perdre ou presque. Là, son visage s'est décomposé, comme s'il venait seulement de réaliser l'ampleur de la situation. Il s'est mis à bredouiller qu'il n'avait jamais parlé d'avenir, que tout était resté flou, qu'il prenait les choses au jour le jour. Je voyais bien qu'il comprenait que ce n'était plus une simple aventure, que Becca deviendrait désormais sa réalité, avec les factures, les contraintes, tout ce qui va avec. Il a commencé à reculer, disant qu'ils étaient peut-être allés trop vite, qu'il faudrait sans doute appuyer sur pause pour réfléchir à tout ça. Je me suis contenté de l'écouter se démolir tout seul, et au bout de 5 minutes, à le voir douter de toute leur histoire, je me suis levé et je l'ai laissé là, perdu devant son café froid. Le retour a duré 20 minutes et, en arrivant, j'ai vu la voiture de Becca chargée de cartons. Elle en portait encore un, s'est arrêtée en me voyant et m'a répété que sa sœur l'accueillerait. J'ai acquiescé, puis je suis passé devant elle pour rentrer dans la maison. Ce soir-là, après son départ, la maison me semblait étrangère, comme contaminée par tout ce qu'ils y avaient repartagé. En passant dans la chambre, j'imaginais Marc dans notre lit, sous la douche, à notre table de cuisine, ou affalé dans le canapé à regarder un film avec elle, alors que moi j'étais seul au cinéma. Même l'air me paraissait irrespirable. Impossible de dormir dans ce lit. J'ai attrapé une couverture pour tenter le canapé, mais rien n'y faisait. Je ne trouvais pas le sommeil. À force de tourner en rond, je me suis finalement installé par terre dans la chambre d'amis, ordinateur sur les genoux, à chercher des sociétés de nettoyage. J'en ai déniché une spécialisée dans la désinfection en profondeur et je les ai bookées pour le lundi matin, à la première heure. Ensuite, j'ai commencé à éplucher les annonces pour des apparts en centre-ville, des lieux sans souvenirs, sans fantôme de trahison à chaque coin de pièce. Même si j'obtenais la maison au bout du compte, je savais que je ne pourrais plus y vivre. Samedi matin, j'ai reçu un texto du bureau du médiateur. Notre première séance était calée pour mardi, 14h. Becca avait dû recevoir le même, parce que 10 minutes après, elle m'a écrit, demandant si on pouvait discuter avant, histoire de régler certaines choses entre nous. Je n'ai même pas répondu. J'ai juste transféré le message à mon avocat qui m'a conseillé de tout garder strictement officiel désormais. Dimanche matin, mon téléphone a sonné. C'était mon frère, qui appelait de Portland. Il a tout de suite senti qu'il se passait un truc à ma voix, et quand je lui ai tout raconté, il est resté silencieux un bon moment. Puis il a lâché qu'il prenait un vol dans l'après-midi et qu'il serait là pour le dîner. J'ai tenté de lui dire que ce n'était pas nécessaire, mais il cherchait déjà des billets en fouillant sur son téléphone, tout en m'écoutant. Il répétait qu'il voulait tomber sur Marc pour avoir une explication, bien musclée si possible, mais je l'ai calmé. La vengeance par la justice ferait bien plus mal que n'importe quel coup. Il a atterri à 18h et on est allé direct à la maison, où il est tombé sur tous les cartons que Becca avait laissés. On a passé le reste de la journée à trier ses affaires, à emballer ce qu'elle avait oublié ou laissé traîner. Chaque tiroir, chaque placard recelait une preuve de leur histoire. Il y avait des tickets de resto où je n'avais jamais mis les pieds, des places de ciné des soirs où elle disait bosser tard, même une montre d'homme dans sa boîte à bijoux qui n'était sûrement pas à moi. Le pire, c'était une carte de Saint-Valentin planquée sous des foulards, signée Love Always M, de ce dernier février, alors qu'elle m'avait juré ne pas vouloir fêter parce que c'était trop commercial. Mon frère l'a prise, a secoué la tête, puis l'a balancée dans le carton avec le reste. On a trouvé des factures d'hôtel, des tickets de parking du centre alors qu'elle était censée être chez sa mère, même un double de clés qui devait ouvrir l'appart de Marc. Plus on avançait, plus mon frère bouillonnait. Mais moi, je me sentais juste vidé, comme si chaque nouvelle preuve ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Lundi matin, 12 cartons bien fermés et étiquetés attendaient, prêts à être récupérés quand elle voudrait. L'équipe de nettoyage est arrivée à 8h et a passé 6 heures à tout récurer, shampouiner les tapis, désinfecter jusqu'aux conduits d'aération. Mon frère et moi, on a passé ce temps dehors, assis sur le perron à regarder le quartier démarrer sa semaine, sans trop de mots. Quand ils ont fini, la maison sentait le produit ménager plutôt que la trahison. C'était déjà ça, mais ça ne me donnait pas plus envie d'y rester pour autant. Mardi est arrivé sans crier gare. Mon frère m'a déposé au bureau du médiateur en centre-ville. La salle d'attente était décorée de plantes en plastique et de vieux magazines. Becca était déjà là avec son avocate, portant la robe que je lui avais offerte pour nos 10 ans. Le médiateur nous a appelés dans une salle de réunion avec une grande table et bien trop de chaises. On s'est installés chacun de notre côté, comme deux gamins convoqués chez le proviseur. Il a attaqué par le plus simple, nous demandant de détailler nos comptes communs et nos biens personnels. J'ai fait passer les copies préparées par mon avocat, y compris les relevés de cartes qui montrèrent le compte partagé de Becca et Marc. À la tête de son avocate, j'ai vu qu'elle comprenait tout de suite.
Becca a tenté d'argumenter qu'il lui fallait une pension alimentaire parce qu'elle gagnait moins que moi, mais mon avocat a pointé du doigt les 8 mois de resto et d'hôtel payés avec leur carte commune. Le médiateur a feuilleté les preuves et a tranché que, vu les circonstances, une pension alimentaire ne serait pas justifiée. On a enchaîné sur la maison, le médiateur a proposé de la vendre et de partager le reste une fois le crédit soldé. Personne n'a protesté. Je ne voulais plus y vivre. Becca ne pouvait pas en assumer les mensualités. On a réglé les comptes, les retraites, les voitures, on voulait juste tourner la page. Le seul accrochage a été quand Becca a voulu garder tous les bijoux que je lui avais offerts au fil des années. Mon avocate a rappelé qu'ici, les cadeaux faits pendant le mariage faisaient une partie des biens communs. Becca a insisté, disant qu'ils avaient une valeur sentimentale assez ironique venant de quelqu'un qui portait justement mon cadeau d'anniversaire pour une médiation de divorce. Le médiateur a tranché, elle garderait ses bijoux personnels, mais devrait rendre les pièces les plus précieuses, pour qu'on puisse les partager. On a signé les papiers et fixé un nouveau rendez-vous 2 semaines plus tard. En rejoignant le parking, mon téléphone a vibré. Message de Marc. Il expliquait qu'avec Becca, ils avaient besoin de prendre du recul pour réfléchir, et il espérait que je comprendrais. J'ai montré le message à mon frère, qui s'est mis à rire en balançant que Marc battait déjà en retraite, maintenant que leur petite aventure prenait des allures de feuilleton. Mercredi matin, l'agent immobilier est venu pour les photos de la maison. Elle a mis chaque pièce en scène, déplacé les meubles, tout préparé au millimètre. Dès jeudi après-midi, l'annonce était en ligne avec 23 photos dignes d'un magazine. Vendredi, première visite, puis 3 autres samedis. Dimanche, journée portes ouvertes, 14 groupes. L'agent a appelé lundi matin pour annoncer 3 offres, toutes au-dessus du prix. Le marché était dingue, et les maisons propres dans notre coin ne resteront pas à vendre longtemps. On a accepté la meilleure offre dans la foulée. Les acheteurs voulaient en signer en 30 jours. Parfait pour nous. J'ai passé les jours suivants à chercher un appartement en centre-ville, près de mon boulot. J'ai trouvé un joli 2 pièces au 8e étage, vue sur la rivière. Le bail commençait dans 3 semaines, pile pour la vente de la maison. Là-bas, pas de souvenirs, juste un nouveau départ. L'immeuble avait une salle de sport et un café au rez-de-chaussée. J'ai signé le bail jeudi, payé le premier et le dernier mois de loyer, prêt à tourner la page. Samedi matin, Becca m'a envoyé un message pour savoir si elle pouvait passer récupérer d'autres affaires. Je lui ai répondu que je ne serais pas là entre 2 et 4 heures. En rentrant, j'ai découvert que la moitié du garage était vide et qu'elle avait embarqué les meilleures casseroles. Elle m'avait laissé un mot où elle m'annonçait qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle essayait de se reprendre en main. 2 jours plus tard, elle est revenue alors que j'étais en train de faire des cartons dans le garage. Elle avait l'air épuisée, comme si elle avait pris 5 ans en 2 semaines. Cheveux tirés, pas de maquillage, les traits cirés. Elle m'a demandé si on pouvait parler 1 minute. Je continuais à emballer mes affaires pendant qu'elle restait plantée là. « Est-ce que tu me détestes ?» a-t-elle fini par lâcher. Je me suis arrêté et je l'ai regardée. Non, je suis déçu, blessé, en colère. Mais la haine, ça demande trop d'efforts. Elle a hoché la tête, pris un carton de ses livres, et on a continué à faire nos cartons côte à côte, sans un mot, pendant une vingtaine de minutes avant qu'elle parte. 3 semaines plus tard, la vente de la maison s'est conclue chez le notaire. On a signé chacun dans une pièce séparée. L'avocat m'a remis un chèque pour ma part. 12 ans de mariage transformés en virement bancaire. C'était de quoi repartir sur de bonnes bases dans mon nouvel appart, avec un petit matelas de sécurité. Ce week-end-là, j'ai emménagé dans le centre-ville. Mon frère m'a filé un coup de main pour monter les cartons et assembler le lit. L'appartement était propre et vide, mais dans le bon sens. Pas encore de photos, pas de souvenirs qui traînent dans les coins. 2 semaines sont passées assez tranquillement. Le boulot me tenait occupé et je prenais mes marques en apprenant à cuisiner pour une personne. Un samedi après-midi, je me suis arrêté faire le plein à la station-service près de mon ancien quartier. Marc était là, à la pompe d'à côté. Quand il m'a vu, il a tenté de se planquer dans sa voiture. « Salut Marc !» ai-je lancé. Il s'est figé, l'air coupable comme un gamin pris sur le fait. « Alors, ça se passe comment avec Becca maintenant qu'elle est libre ?» Il est devenu tout rouge, a marmonné que c'était compliqué et qu'il devait filer. Je l'ai regardé s'en aller, même pas fini de faire le plein. D'après ce que j'ai appris ensuite par des amis, Becca pensait vraiment qu'ils allaient être ensemble après le divorce. Mais Marc n'avait aucune envie de s'engager. Il aimait le frisson du secret, pas la réalité d'une relation en pleine tempête. L'ironie n'a pas échappé. Elle avait sacrifié notre mariage pour un type qui prenait déjà la poudre d'escampette alors que le divorce n'était même pas finalisé. 3 semaines plus tard, alors que je déballais encore des cartons dans mon nouvel appart, mon avocate m'a appelé. Tout était réglé. Divorce prononcé après moins de 3 mois de médiation. À 35 ans, j'étais officiellement célibataire. Je repartais de zéro avec la moitié de mes affaires. Mais au moins, j'étais libre. J'ai raccroché. Je me suis affalé sur le canapé au milieu des cartons, à regarder la rivière par la fenêtre, plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Le jeudi suivant, Tony m'a proposé d'aller prendre une bière et d'en discuter. On s'est retrouvés dans le même rad miteux où Becca était venue me chercher ce fameux soir. Il a commandé 2 bières, s'est installé en face de moi et m'a expliqué qu'il comprenait pourquoi j'avais eu besoin de prendre du recul, même s'il aurait préféré que je lui dise franchement que j'avais juste envie de rester seul. Je lui ai tout raconté du début à la fin, la découverte de la liaison, les filatures, les jeux de cache-cache de Becca en ville, toutes mes manigances.
Il a sifflé entre ses dents, secoué la tête, et m'a dit qu'il était content que j'ai géré ça légalement parce qu'à sa place, il n'aurait sans doute pas eu le même sang-froid s'il avait surpris sa femme avec un autre. On a joué au billard 3 heures d'affilée, et à la fin de la soirée, tout était presque redevenu normal entre nous. Les mois ont passé, et j'ai eu des nouvelles par des amis sur la suite des événements. Becca croyait toujours que Mark finirait par vouloir quelque chose de sérieux, mais il trouvait chaque fois une excuse pour repousser, pour s'éloigner un peu plus. Elle appelait ses copines en pleurant, ne comprenant pas ce qui avait changé alors qu'il était si passionné pendant leur histoire. 3 mois après la fin du divorce, on m'a dit qu'elle sortait avec un type qu'elle avait rencontré à la salle de sport, qui ne savait rien de tout ce bazar. Mark, lui, avait vraiment filé à Seattle, fuyant le chaos dont il était en partie responsable, sans doute à la recherche d'une nouvelle femme mariée à séduire. De mon côté, je commençais à avoir une voisine, 2 étages en dessous. Infirmière, elle bossait beaucoup et n'avait aucune idée de mon passé avec Becca. On s'était croisés plusieurs fois au café du rez-de-chaussée avant qu'elle me propose d'aller dîner. C'était simple, sans prise de tête, sans mensonge ni pression. Juste 2 personnes qui apprécièrent la compagnie l'une de l'autre, sans arrière-pensée. Parfois, elle venait chez moi, on cuisinait ensemble ou on regardait un film sur le canapé. Des petits moments sans prétention, mais qui faisaient du bien après tout ce bazar. Il m'arrivait tard le soir de repenser au fait qu'au fond, Becca et moi, on était déjà seuls dans notre couple, mais qu'on avait juste emprunté des chemins opposés pour le supporter. Moi, je m'évadais dans la solitude, assis dans le noir d'une salle de cinéma, grignotant des pop-corn devant n'importe quel film. Elle s'était réfugiée dans les bras d'un autre, construisant une double vie alors que j'étais censé sortir avec des amis. Au fond, on était séparés depuis longtemps, chacun traçant sa route sous le même toit, sans vraiment se parler. Aujourd'hui, mes jeudis soirs ressemblent à ce que j'aurais voulu qu'ils soient. Je retrouve Tony au bar, on fait une partie de billard et on parle boulot. Parfois, d'autres gars se joignent à nous, on regarde le match à la télé, on chambre celui qui rate la noire et on offre une tournée. La semaine dernière, Tony est venu avec son frère, on a joué en équipe jusqu'à minuit, dans une ambiance bon enfant. J'ai compris qu'il valait bien mieux avoir des liens sincères, même si la vérité n'est pas toujours facile à dire, plutôt que de s'accrocher à une illusion confortable. Merci d'être là, d'avoir suivi tout ça avec moi. Ça valait vraiment la peine de partager ce bout de chemin. À bientôt tout le monde. Et si vous avez tout lu jusqu'au bout, laissez un petit mot. J'adore vous lire.